c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Nous appareillons de bonne heure en compagnie des scientifiques de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, cap sur l'île des Pins. Je suis à la barre et je dois laisser à droite cette perche rouge et puis après la verte à gauche. Là, on est en train de partir de la Nouvelle-Calédonie. Je suis un peu content parce qu'on va aller à l'île des Pins là. Puis il paraît que c'est encore plus joli que la Nouvelle-Calédonie. Donc on va voir quoi. Il nous faut une grande journée de mer pour arriver en vue de l'île des Pins, également appelée Cougnier, située au sud-est de la Grande Terre. Elle fait partie du territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie. Elle doit son nom aux immenses pins en forme de colonne qui la recouvrent en partie. 13 espèces de ces pins colonnaires sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on ne les rencontre qu'ici. L'île est habitée par 4000 Kanaks, les Cougniers, qui gèrent eux-mêmes leurs terres avec l'aide de l'administration française. Bien peu de blancs vivent sur l'île, qui a gardé intacte son âme mélanésienne. Comme le veut la coutume, nous allons à la chefferie rencontrer Hilarion Vandégou, grand chef de l'île des Pins. Nous lui apportons les cadeaux rituels, du tissu et une petite somme d'argent symbolique. Bonjour à vous et les élèves qui sont avec vous. Et bienvenue à l'île des Pins. Merci beaucoup pour le fait de passer à la chefferie. Merci pour le geste qui accompagne votre présence ici. Et je vous souhaite un excellent séjour à l'île des Pins et que les enfants puissent profiter au maximum de ce que nous avons de beau. Ouais. Merci. C'est nous qui vous remercions. Retenir, et puis bonne journée, chef. Et puis surtout bon séjour à l'île des Pins. Découverte comme sa grande sœur, la Nouvelle-Calédonie, par le capitaine Cook en 1774, l'île des Pins fut la première à accueillir une mission au milieu du 19e siècle. Devenus catholiques, ses habitants n'ont pas oublié pour autant leur culture. Les Cougniers vécurent tranquillement jusqu'à l'arrivée des premiers bagnards, les révoltés de la commune de Paris de 1871, exilés sur cette île lointaine. Lorsqu'ils furent amnistiés, les terres du bagne ont été rendues aux Cougniers et l'île fut considérée comme réserve kanak. Depuis lors, le rythme séculaire de la vie a peu changé. Nous avons rencontré une famille qui habite au bord de la mer. Nous leur rendons visite tous les jours. On est en train de regarder une chambrale qui est faite par mon père. Et cette chambrale, elle se met à l'entrée des cases. Et à l'école, on apprend à faire un peu de sculpture. Là, c'est un masque que mon père a sculpté. Là, c'est une case qu'on n'a pas encore fini de construire. Et puis qu'on va mettre de la paille dessus pour faire le toit. Là, c'est mon cheval. Il s'appelle Janvier et il appartient à mon oncle. Quel petit secret j'ai peur de lui. Ici, je dors et je range mes vêtements. C'est ça ton lit? Non, c'est et là, c'est le lit de mon frère, et le lit de mon petit-neveu et le lit de ma soeur. Et puis, limite... Et là, c'est ma mère qui attend pour laver le linge. James, Rachel, Marco, Véronia et Madeleine deviennent rapidement nos amis. Nous passerons toute l'escale en leur compagnie. Là, je vais te faire monter le couchon à Marco, mais fais gaffe, ça pue. Ok, on y va? Ouais.
Un cochon. Ils sont gentils. J'ai un peu peur parce que des fois, il le mange. Ah ouais? Et tu vas le manger, le cochon? Oui, quand il va être gros. Quand il Quand il aura... aura la graisse. Et là, il a rien. Il y a un matin qui va être gros. Ici, c'est le champ. Il y a des légumes, il y a les tarots, il y a des bananes, il y a des persils, il y a un pin de pêche là aussi. Et plus loin là-bas, il y a les carottes. Là, ça c'est un taro. Et ça sert à quoi? Ben, ça se mange. Et ça se mange avec quoi? Avec toutes sortes de nourriture. Et c'est un légume ou un fruit? Un légume. Pour nourrir un équipage plutôt vorace comme nous, il faut souvent aller faire les courses. Le jour du marché est très attendu. Le marché est très récent. Comme vous l'avez vu, là, il est tout neuf. Les dames viennent d'en prendre possession il y a 3 mois. Et c'est quelque chose de très important parce que ça fait écouler les produits. Alors vous avez pu remarquer, ce sont simplement les dames, les anciennes et les jeunes qui sont là et qui vendent leurs produits et surtout les produits de la terre. Et voilà le Père Noël qui part avec les cadeaux pour les enfants. Nous aimerions comprendre le système des clans et des tribus. Hilario Van de Goo est également maire de l'île. Il pourra sûrement nous renseigner. Qui sont les clans de la mer? À l'île des Pins, les clans de la mer sont surtout les Ndopéré, les Ticouré et les Koïché. Mais qu'est-ce que c'est un clan? Un clan, c'est un regroupement de familles dans une tribu. Et il y a combien de tribus sur l'île? Il y a 8 tribus. Et il y a un chef, il y a un petit chef à la tête de chaque tribu. Et la tribu est composée de clans. Et le clan est composé de familles. Et pour les clans de la mer ça représente quoi pour eux? Ah ben, la mer et la terre, c'était lié par rapport au clan. Alors c'était une forme de solidarité. Ceux de la terre, ils nourrissaient ceux de la mer, et ceux de la mer, ils nourrissaient ceux de la terre. Voilà. L'île des Pins est réputée pour être l'une des plus belles au monde. Entourée d'îlots et de vastes récifs de coraux, elle nous éblouit de ses couleurs. Avec ses 24 000 km², le lagon de Nouvelle-Calédonie est le plus vaste qui soit. Bien protégé, il compte pas moins de 14 réserves marines. Nous allons vivre nos premières plongées sur le corail en compagnie des scientifiques de l'IRD. Thierry Corrège prélève une carotte de corail. Thierry est spécialiste de l'étude des variations du climat à travers les âges. Le corail est un indicateur précieux. La plupart des récifs ont des milliers d'années et l'on trouve même des coraux fossiles vieux de plusieurs centaines de milliers d'années. Vous voulez voir les carottes qu'on a extraites là? Ouais. Venez, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, ce que vous voyez dans cette carotte qu'on vient d'extraire d'un corail, c'est d'une part que la partie vivante se trouve uniquement sur le dessus. Hein, vous avez à peu près un demi-centimètre là, vous êtes d'accord? Un demi-centimètre de vivant. Tout le reste, ce n'est que du squelette. Donc il n'y a plus d'organisme vivant à l'intérieur. Donc ici, on voit très bien les cloisons. Et entre ces cloisons, vous avez des polypes qui vivent juste à la surface là. Donc la nuit, ils vont sortir leurs tentacules pour se nourrir. Et pendant la journée, ils se rétractent et ils restent à l'intérieur de leur loge. Le lagon de Nouvelle-Calédonie est riche d'une exceptionnelle biodiversité. Il abrite pas moins de 450 espèces de coraux et 2500 espèces de poissons. Ce matin, on a collecté une carotte. Alors la prochaine étape, après la collection de la carotte, c'est de la couper en tranches comme celle-ci là. Sur cette tranche, on voit très bien les années qui sont représentées par une bande sombre et claire. Et donc, on peut les compter depuis le sommet. Et on a à peu près une quinzaine d'années. Donc ici, on a la naissance de Rob et de Sophie.
On peut remonter, et ici à 12 ans, on a la naissance des plus jeunes, Anatole et Sofia, et on peut remonter jusqu'au sommet comme ça, et on arrive ici en 98, la fameuse victoire de la France sur le Brésil. Ouais, mais c'était grâce à un Kabyle, il faut préciser. Voilà, et voilà. C'était pas un Français. Mais à quoi ça sert de creuser des carottes dans les patates de corail? Ah oui, ça fait une drôle de cuisine en fait. Ouais. Hein. Et bien, toute cette cuisine, ça sert à étudier le phénomène El Niño. Vous avez déjà entendu parler El Niño? Non, c'est quoi El Niño? El Niño, si vous prenez le Pacifique, vous avez l'équateur et vous avez des alizés qui soufflent comme cela. D'accord? Et donc ces alizés, ils vont avoir tendance à pousser ici une masse d'eau chaude qui est la plus chaude que l'on peut trouver sur la planète. Et de temps en temps, on ne sait pas trop pourquoi encore, ces alizés faiblissent et donc ces eaux, un peu comme de l'eau qui s'accumulerait d'un côté d'une baignoire, cette bulle d'eau chaude va repartir de l'autre côté du Pacifique, elle va traverser tout l'océan en quelques mois et elle va venir ici sur les côtes d'Amérique du Sud où en temps normal, vous avez des remontées d'eau froide qui sont riches en éléments nutritifs. Et donc ils apportent de la nourriture aux poissons et donc il y a beaucoup de poissons. Et bien, quand ces eaux chaudes arrivent, traversent le Pacifique, elles bloquent les eaux froides qui remontent et donc il n'y a plus de poissons. Et c'est catastrophique pour tous les pêcheurs sud-américains parce qu'ils n'ont plus rien à pêcher. Mais quel est le rapport avec la patate de corail? En prenant les carottes de corail, on fait des analyses et on réussit à reconstituer les températures de surface de l'eau. Donc si vous prenez des carottes un peu partout dans le Pacifique, et ben, à certains endroits par exemple, comme à Christmas Island, presque sur l'équateur, quand El Niño arrive, vous pouvez avoir des températures qui montent de 7 degrés d'un seul coup. Donc si vous prenez des carottes à Christmas, ben, vous allez voir de temps en temps des très fortes hausses de température et ça sera la preuve que c'est un Niño. Ma perché studiamo questo El Niño? Alors, si j'ai bien compris, tu me demandes pourquoi on étudie El Niño. En fait, El Niño a des répercussions dans le monde entier. Quand vous avez un El Niño, il y a des régions où il y a des sécheresses énormes, il y a des feux, il y a d'autres régions par contre où vous avez des pluies torrentielles, des inondations. Et donc, c'est très important d'arriver à bien étudier, à bien comprendre ce phénomène pour pouvoir le prévoir par la suite et pouvoir prévenir les populations, leur dire attention, vous allez avoir une sécheresse, faites des réserves d'eau, ou au contraire, vous allez avoir des inondations, n'allez pas construire à côté de petites rivières, préparez-vous à être inondé, etc. Mais c'est impressionnant parce qu'en fait, il suffit que les alizés y baissent pour qu'il y ait des effets sur toute la planète. Et oui, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que un petit événement peut avoir des répercussions planétaires. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On vit sur une petite planète qui est beaucoup plus petite qu'on pourrait le croire et où le moindre événement dans un endroit peut avoir des répercussions sur tout le globe. Si par exemple quelqu'un coupe de la forêt en Amazonie, eh bien il va penser que ça agit uniquement sur son petit territoire. En fait, ça va avoir des répercussions mondiales. Et ça, il faut le comprendre parce que ça va nous permettre dans le futur de faire beaucoup plus attention à ce que l'on fait et donc d'éviter de créer des catastrophes comme cela en commençant par un petit endroit. Et ces catastrophes peuvent se répercuter ensuite sur l'ensemble de la planète. Rachel, Véronia, James et les autres sont venus s'installer à bord. Le bateau est encore plus animé que d'habitude. Comme on n'a pas trop d'eau douce, donc il ne faut pas la gaspiller, alors on prend notre douche le matin dans l'eau de mer. C'est aussi bien, ça lave aussi bien et puis c'est plus amusant. Ah voilà, it's fantastic. Fantastic. Very nice. Very nice, voilà. I think The boat the boat is is Marvelous. marvelous. Là, c'est le contrat d'amitié. Alors, il y a James, Véronia, Marco et moi. Et là, c'est l'île de pain 2000. Et là, c'est mon dessin d'île de pain. Trop bien. Là, on est allé bouffer. Ouais. Là, c'est... Ce matin, nous partons avec le Lougre vers l'îlot Moro, un îlot désert à 6000 du mouillage. Une navigation pas vraiment évidente. Là, on voit l'île, elle est là. Oui. Donc en fait, il faut qu'on fasse gaffe parce que tout ça là, c'est des récifs coralliens. Voilà, des récifs coralliens à fleur d'eau. Donc ça va pas être simple de passer, d'aller sur l'île parce qu'en fait, on en voit partout du corail. On va peut-être pas y aller sur cette île, c'est peut-être un peu dangereux.
faudra faire gaffe et y aller. Le truc c'est de pas s'échouer sur le corail, parce qu'avec le louvre, sur le corail, on est mal, il y a moyen de se faire mal quoi. James, Fais gaffe qu'il t'égouille pas dessus. ouais, tu Viens vomis. pas qu'il vomisse dessus, quoi. Fais gaffe. Mais par-dessus, comme ça. Tu lèves la tête. Ok, Allez, ça. James. Avec courage, hein. La houle brise fortement sur les récifs qui ceinturent l'îlot. Tu peux attraper quelle passe? 3, 2, 1, oublie. Sous le vent des récifs, nous finissons par trouver une passe large de 10 mètres à peine. Heureusement, Anatole est un champion d'optimiste. Allez, on vient. Ah, il n'y a plus de vitesse, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu peux? Tu vas où là? Chaud, c'est presque ça. On a touché là. Mais non. C'est dernier quoi. Vas-y, reprends. Garde-la comme ça, le phoque. C'est bon, tu peux remettre ton phoque. Lâche ici. Là, on a failli toucher un récif de corail parce qu'en fait, j'avais pas pris assez de vitesse pour faire le virement. Ah, c'est bon, hein, on pourra côté. Oh, c'est super. Allez, on écarte ça. L'îlot Moreau est tout à fait sympathique. À terre, James se sent plus dans son élément. Il prépare un feu pour le déjeuner. Moi, je pars chercher mon animal préféré, le serpent. Là, ça a été, on voit que ça a été tout creusé par l'eau. Avant, ça devait être des coraux. Puis le niveau de l'eau, le niveau de la mer, il a dû baisser. Voilà, je vais me faire un petit tour piscine là. On va voir si l'eau elle est bonne. L'eau elle est vachement bonne, mais il y a vachement de courant là. Je dois être dans une petite passe là. Si je nage pour avancer, c'est comme si je nageais sur place. Joli, hein? Jonathan, James et Anatole ont trouvé un nautile. C'est un céphalopode, un cousin des pieuvres des calamars, le seul de la famille à posséder une coquille. Ça, c'est ce qu'on a trouvé aujourd'hui, notre récolte d'aujourd'hui. Alors, ces deux-là, c'est des porcelaines. Ça, c'est une olive. Ça, c'est un cône. On a eu de la chance qu'il n'y a rien dedans parce que C'est mortel. c'est mortel. Et ça, c'est un nautile. Elles sont pas toutes mortelles, avec les cônes textiles. Et ça, c'en est un? Non. Ah, bon, mais j'ai chance. Mais à quoi on les reconnaît, les cônes textiles? Parce que les cônes textiles, ils sont blancs et ils ont des carreaux noirs. Mais celui-là, non. Ah, bah je l'ai. C'est celui-là. Ça s'appelle le Conus betulinus. Ok. Il peut faire 20 cm les cônes. Oui. Toukaoué a enfin trouvé l'objet de ses rêves. Voilà, c'est là où les trucs, vous voyez, ils sont en train de sortir. Alors ils sortent d'un peu partout là. Ils vont aller chasser. Là, ben, ils doivent faire assez attention quand ils descendent, surtout quand ils descendent depuis les buissons sur la plage. Parce qu'il y a plein de rapaces, tout ça, puis c'est des animaux assez vulnérables quand ils sont sur la plage comme ça. Dans l'eau, il n'y a aucun problème, mais quand ils sont sur la plage, leur venin, il leur sert à rien sur la plage. C'est un serpent qu'on trouve beaucoup en Nouvelle-Calédonie. C'est un serpent, il a un venin très 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 puissant. Je crois 10 fois plus puissant que le cobra comme ça. Alors ça, c'est vraiment faire très attention, quoi. Il est pas très agressif, mais ça reste quand même un serpent dangereux. Là, ils sont sortis, ils sont passés toute la journée sur des pierres comme ça, qui, ben, si on les touche, elles sont tièdes, presque un peu chaudes.
Parce que c'est un serpent. Le serpent, il dépense pas d'énergie pour chauffer le corps. Il prend de la chaleur de l'extérieur. Le tricourier, c'est quand même un petit serpent, parce qu'il dépasse pas 1m10. Quand ils se reproduisent, généralement, en fait, en mer, c'est juste pour se nourrir. Pour digérer, pour se reproduire, pour dormir, tout ça, ils le font à terre. Et, généralement, ils passent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils passent le plus clair de leur temps sur la terre. Parce que quand ils sont dans l'eau, ils se refroidissent très vite. Donc ils sont obligés de se remettre sur quelque chose de chaud comme un peu une pile, quoi. Voilà, on voit très bien la queue là. Elle est toute plate. Comme ça, il peut mieux piloter, il peut mieux se piloter avec les courants. Pour lui, c'est plus facile. Là, on voit très bien comme il part beaucoup plus vite que d'autres serpents s'ils nageaient dans ce milieu. J'adore ça, les serpents. Moi, c'est ma passion. So, is the coral reef in danger? Est-ce que les coraux sont en danger? Eh bien oui, parce que les récifs de coraux sont un environnement très complexe et fragile, l'un des plus complexes au monde. Il y a de nombreux liens dans un récif de corail, et si tu supprimes l'un de ces liens, tout peut disparaître. Les coraux sont en danger à cause de l'action des hommes, à cause de phénomènes naturels comme le climat, et puis aussi à cause des activités humaines en dehors de l'eau. Comment est-ce que l'homme peut détruire les coraux? Il y a différentes façons de les détruire. Les touristes peuvent marcher sur les récifs, casser le corail et le tuer. Quand il y a trop de bateaux, cela entraîne une pollution. Et puis, comme tu coupes les forêts et abats les arbres, alors tu peux accélérer l'érosion, et beaucoup de sédiments sont entraînés dans le lagon. Les coraux sont enterrés sous les sédiments et asphyxiés. Nous devons vraiment protéger la planète pour les générations futures, parce que ce que vous voyez actuellement peut être détruit très vite. Un récif peut disparaître en un claquement de doigts à cause de l'action des hommes. Il lui faudra beaucoup de temps pour se reconstituer, bien plus longtemps que ta vie et la mienne, et celle de tes enfants. Alors tu dois être bien consciente que les récifs sont fragiles, et tu dois les protéger. Est-ce que pour vous, c'est important d'apprendre les traditions et les danses kanak? Oui, parce que c'est pour que je puisse apprendre à mes enfants plus tard. On s'est posé la question, pourquoi on suit l'évolution au lieu de vivre notre propre vie? On est en train de perdre quand même l'identité kanak, hein, notre propre identité. Je ne suis pas contre l'évolution, mais il faut évoluer, mais avec sa culture. Il faut qu'elle vive vraiment avec son propre identité. James, plus tard, est-ce que tu envisages de vivre ici ou de partir de l'île des Pins? De vivre ici. De vivre ici, et tu vas construire ta case ici? Ouais. Et est-ce que tes parents ils seraient d'accord si du jour au lendemain tu déciderais de partir? Ils te laisseraient partir? Oui, je crois. Ils te laisseraient partir. Marco, est-ce que tu as des rêves? Oui. Ils sont quoi? Ils sont bien. Et tu rêves de quoi? D'être pilote d'avion. Une pilote d'avion? Oui. Pourquoi? Tu veux voler partout? Oui. Tu voleras chez moi en Angleterre? Oui. Avant notre départ, nos amis Kounié nous invitent à un repas kanak, le bounia. Légumes, viande et poissons sont savamment disposés dans des paquets de feuilles, arrosés de lait de coco. On va se régaler. Les bounias sont mis à cuire sous des pierres chauffées à blanc. La préparation est longue, la cuisson plus encore. Mais on n'est pas pressé. Les bonnes choses se font attendre. Ok, c'est bon.
Nous partons pour une balade en pirogue dans la baie d'Oupi. Tout à l'heure, nous mangerons le bougna sur un îlot. Les pirogues servent maintenant autant à promener des touristes qu'à la pêche. Les touristes sont chaque année plus nombreux à succomber au charme de l'île des Pins. Les clans de la mer savent se reconvertir. Pour l'instant, l'île est encore un bijou posé sur le lagon. On rêve de la voir toujours ainsi. Cela fait un mois que nous sommes à bord, à découvrir la Nouvelle-Calédonie, à rencontrer ses habitants si accueillants. Nous leur souhaitons de préserver l'équilibre fragile de leur petit paradis. Bonjour, bonjour. Bonjour mes amis en France.